Je crois qu'on est au complet. Eh bien, écoutez, on repart sur le thème comment lever les freins sur le marché locatif. On va parler vacances, location de meublés touristiques, le statut du propriétaire bailleur. Voilà. Donc, je suis toujours Étienne Glay, je suis toujours journaliste à Bâti Actu. Allez, l'importance de cette conférence, le marché locatif, je vous rappelle que c'est un sujet majeur puisque nous sommes, et j'en suis, 40% des ménages qui sont locataires de leur résidence principale en France selon l'INSEE. Si je dresse le panorama rapidement, le marché locatif, vous le savez, est en chute libre. Une dernière étude de Se Loger sur laquelle j'ai jeté un œil pour préparer cette conférence faisait état d'un nombre de logements alloués qui avait baissé de 19% sur un an, 36% en 2 ans et même 42% en 3 ans. Je pense que le président de la FNAIM ne me contredira pas sur ces chiffres-là. L'offre a quasiment été divisée par 2 depuis 2021. Alors les causes, elles sont multiples. Certains accablent le durcissement d'octroi des crédits immobiliers. Beaucoup de ménages ont reporté, n'ont pas pu acheter et sont restés locataires de leur logement actuel. L'interdiction de louer des biens classés G+. Il y a aussi toujours une insécurité juridique qui pèse aujourd'hui pour les propriétaires bailleurs de logements loués et classés G à compter du 1er janvier 2025. Certains accablent la concurrence des meublés de tourisme. Est-ce qu'elle a un rôle si important ? Le recentrage de la disparition programmée du dispositif fiscal Pinel, qui décourage les épargnants de se tourner vers l'investissement locatif, etc., etc. Enfin, le résultat est là. Et par-dessus le marché, la baisse de l'offre locative a entraîné une hausse des loyers pratiqués, 2,4% en 2022, 3,5% en 2023, 7% depuis 2021. L'INSEE donne à peu près les mêmes chiffres. Dans le secteur libre, la hausse est de 1,9% à mai 2024 sur 12 mois. Dans le secteur social, 3,4%. Et la situation pourrait encore s'aggraver. Le Conseil national de l'habitat s'est inquiété de ce que les passoires énergétiques louées soient vendues pour alimenter la location meublée touristique ou la location grise, celle qui ne respecte pas la réglementation, voire des biens jusqu'ici loués pourraient purement et simplement être sortis du parc locatif avec une vente à forte décote. Bon, j'arrête avec le tableau apocalyptique. Comment on fait pour remédier à cette situation et éviter le pire ? Quelles sont, messieurs, les solutions que vous préconisez à court terme et aussi à plus moyen terme, sucre lent, sucre rapide, comme pense la mission d'Estrosi Sassone, les sénatrices qui ont fait un rapport il y a peu de temps. Nos différents intervenants vont explorer plusieurs pistes. Monsieur Loïc Quentin, je vais vous donner la parole en premier, peut-être. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale de l'immobilier. Voilà, dans votre dernière conférence de presse, vous avez fait un point de conjoncture, peut-être pas revenir dessus puisque j'ai décrit un petit peu le tableau. Vous avez mentionné quand même le taux élevé de faillite. On est à 1200 faillites, je crois, l'année dernière d'agences immobilières. Vous êtes inquiété des conséquences de la dissolution qui annule ou suspend toute une série de textes de loi qui étaient en cours de discussion. Et surtout, vous avez réitéré vos propositions en faveur d'une politique du logement. Voilà. Et parmi ces mesures que vous préconisez de longue date, lesquelles permettraient de remédier à la crise du marché locatif ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez déjà énuméré beaucoup de causes. Il y en a une que vous avez peut-être oubliée, c'est peut-être la fiscalité. Aujourd'hui, on assiste à finalement un désengagement et finalement une absence d'intérêt pour l'investissement locatif en France. Alors, ça a été toujours, je dirais, une cible pour les investisseurs. Pourquoi ? Bien, d'une part, on a une fiscalité qui est, je dirais, avec un taux marginal d'imposition à 45%, notamment qui peut être recouvré, plus une CSG, CRDS à 17,1%, en opposition à un placement financier qui, lui, est taxé à 30%. Déjà, si on avait un traitement égalitaire entre un produit financier, un produit de placement boursier et un investissement immobilier, déjà, on redonnerait un peu confiance. Parce qu'il n'y a plus de confiance dans l'investissement locatif. Alors, l'investissement locatif, il est en panne chez beaucoup de propriétaires. On sort d'une génération aujourd'hui qui appartient aux papy boomers qui se finalement vendent et arbitrent un patrimoine qu'ils détenaient. Et on a du mal à finalement régénérer une nouvelle classe d'actifs détenteurs de ce patrimoine. Et pour cause, il y a d'autres raisons à tout cela. Quand on voit aujourd'hui l'empilement des normes, des réglementations qui finalement pèsent sur le propriétaire bailleur, la rénovation énergétique, l'interdiction de louer, vous l'avez cité, et puis aussi une distorsion totale de traitement, une absence d'harmonie fiscale entre le loueur vide
et un loueur en meublé, et qui amène une fuite vers un secteur meublé, vers du Airbnb, qui lui-même n'est pas contraint aux obligations de rénovation énergétique. Donc voilà, il y a des mauvais signaux, et notamment aujourd'hui, je crois qu'il faut un sursaut avec des mesures adaptées, et faire en sorte que le propriétaire bailleur ne soit plus traité comme, je dirais, surtout en vide, comme, je dirais, un support d'accélération fiscale. Voilà, le propriétaire bailleur, pour vous, ce n'est pas un rentier, c'est quelqu'un qui a un rôle économique et social qui est complètement sous-estimé aujourd'hui. Oui, on peut le dire comme ça, mais il l'a toujours eu. Vous savez, 50% des propriétaires, 70% des propriétaires n'ont qu'un logement. 50% d'entre eux ne paient pas d'impôt sur le revenu. Donc on a affaire à des propriétaires simples. Ça a toujours été le support de la mobilité résidentielle, à la fois d'avoir un parc social locatif fort et un parc locatif privé fort, mais qui repose sur de l'épargne. Et je dirais une volonté d'engagement des Français. Ceux qui pensent qu'on pourra institutionnaliser, transférer la propriété, le patrimoine locatif à de l'institutionnel, rêvent complètement. C'est un débat que nous aura peut-être dans les mois prochains d'ailleurs. Très bien, on prend note, on prend date et puis on chroniquera. Merci. Donc vous militez pour ce statut du bailleur privé de très longue date, hein, je crois que vous avez rappelé de... Oui, alors si vous voulez, le statut du bailleur privé, je dirais tout le monde l'a repris, même Emmanuel Macron, je me rappelle un tête-à-tête avec Olivier Saleron, statut du bailleur privé. Finalement, tout le monde en parle, personne ne sait ce qu'on met dedans. Mais on s'en fiche de ce qu'on met dedans. Finalement, c'est de restaurer une confiance, mais pas d'amener un statut. En quelque sorte, c'est de restaurer aussi un avantage aux bailleurs privés. Je vous donne un peu un exemple. En quelque sorte, on a dit statut du bailleur privé, c'est la détention d'un capital qui permet d'ouvrir à une possibilité d'amortir son capital et finalement d'être considéré comme un acteur économique au même titre qu'un commerçant. Bon, on a connu des déductions fiscales au titre de l'amortissement dans le cadre des investissements Périsol. Mais je rappelle l'histoire de notre fiscalité. On n'avait pas d'amortissement, on avait une déduction forfaitaire. Alors, statut du bailleur privé, peu importe, c'est ce qu'on met dedans, on donne un avantage fiscal à flécher l'investissement et à amener des gens à avoir envie d'investir. C'est quoi? Pour ceux qui ont fait de la fiscalité sur les revenus locatifs il y a très longtemps, moi je suis dans la profession depuis longtemps et j'ai connu l'abattement forfaitaire. Sur les loyers, vous receviez 10 000, vous aviez 35% d'abattement forfaitaire. 3 500. Et vous étiez effectivement, on reprenait votre recette, 6 500, vous déduisiez tous les éléments déductibles de votre revenu, votre taxe foncière, vos travaux, etc., vos frais de gestion, etc. Et aujourd'hui, finalement, cette taxe, cette déduction forfaitaire, elle est passée quoi au fur et à mesure des années? 35, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 8, 6... On vous coupe la queue et 20 euros. Voilà. On n'a plus 20 euros par lot. Voilà, donc c'est ça la réalité. C'est-à-dire que finalement, on a enlevé tout avantage et toute incitation et fléchage à l'investissement locatif. Parallèlement, on a donné des avantages, je dirais, totalement en distorsion sur un secteur meublé, finalement, qui est un aspirateur au secteur vide pour combler un secteur qui n'accompagne pas le parcours résidentiel et notamment les actifs. Je crois que ça sera... Dominique Debure vous répondra, oui, bien entendu. Je vous remercie Loïc Quentin. Je me tourne vers Emmanuel Rousselot. Je vous présente, vous êtes directeur du financement de l'économie et du logement à la DHUP, donc une des grandes directions du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Avant peut-être d'aborder la politique qui est menée de lutte contre la vacance, votre diagnostic sur la situation du marché locatif et sur ses causes éventuellement. Oui, bonjour, bonjour à tous. Comme vous le soulignez, la crise actuelle du logement qui se ressent donc sur les non seulement, comme on l'a entendu précédemment, sur les questions de production de crédit, mais également sur l'ensemble des transactions et sur la baisse des mises en chantier, donc a également une composante particulièrement prononcée sur le marché locatif. Vous avez cité les chiffres. Alors, assurément, il y a certainement des questions fiscales autour de cela. D'ailleurs, c'est des questions qui avaient pu être abordées dans le cadre du Conseil national de la refondation et probablement des choses à faire dans le domaine, mais il y a également, et on en parlera, des voies de passage dans le domaine de la vacance. Voilà pour 2 mots d'intro. Très bien. Le problème de la vacance, abordons-le. Il y a
1,1 million, je crois, de logements vacants depuis plus de 2 ans en France. Le phénomène est ancien, mais ce nombre de logements vacants ne cesse d'augmenter, je crois, depuis le milieu des années 2000. J'ai trouvé quelques chiffres de l'INSEE. 3 millions de logements vacants en 2023 contre 1,9 million 20 ans plus tôt. Ça fait une hausse de 50%. C'est 8,2% du parc français qui comporte des logements vacants. Ma question, c'est simplement pourquoi autant de logements vacants? Est-ce que c'est l'obsolescence des biens? Est-ce que c'est les problèmes de succession, le vieillissement? Je ne sais pas. Voilà, quelles sont les causes? Quelle est votre analyse sur les causes de ce taux de vacances qui n'est pas à 10% du parc, mais qui est à 8,2%? Ouais. Peut-être qu'on peut préciser d'abord que sur la question du taux de vacances, que sur les 40 dernières années, on avait un point bas. On a eu un point bas sur le taux de vacances du parc de logement à hauteur de 6% en 2006 et que la vacance est remontée là où elle en était en fait au début des années 80 à un peu plus de 8% comme vous l'avez dit. Alors si on regarde les causes, globalement la vacance peut être attribuée à 3 facteurs. Un déterminant géographique qui tient à la vacance dans les bassins de vie, à faible tension immobilière et également à faible activité de construction. Également là où il y a la proximité immédiate des lieux de nuisance et puis aux abords de centralité commerciale ou historique. Donc il y a à peu près 40%, 42% des logements vacants qui sont vacants à cause de ces facteurs géographiques. Également, dans les causes de la vacance, c'est lié aussi aux caractéristiques du bâti, avec des appartements qui peuvent être vieillissants ou dans un mauvais état, dans des petits immeubles anciens ou des maisons de ville anciennes, et puis également une vacance liée à la situation spécifique des propriétaires. Certains propriétaires, notamment ceux à revenus modestes, également les propriétaires qui résident en structure collective ou les propriétaires décédés, ça donne lieu également à des logements vacants. Voilà pour répondre à votre question. Les propriétaires qui ont une mauvaise expérience locative, c'est le cas aussi ou ça reste, ça c'est peut-être difficile à chiffrer, vous me direz? Alors, on peut supposer que les 3 causes que je vous ai citées rassemblent à peu près 70% des logements vacants. On peut supposer qu'une partie pourrait décider de ne pas mettre en location leurs biens à cause de cela, oui. Donc on peut imaginer que la remise sur le marché d'une partie des logements vacants, je ne sais pas quelle proportion, peut apparaître comme une des solutions pour remédier à la crise du logement locatif. Comment on fait pour remettre ces biens sur le marché? L'état de l'art aujourd'hui, quels sont les outils qui sont utilisés et quels sont les grands axes de votre plan de lutte contre la vacance, je crois, qui avait été présenté il y a quelques années, oui, pour lutter contre la vacance de longue durée dans le parc privé? Alors, plusieurs éléments de réponse à votre question sur les outils. Il y a, on peut dire, 2 outils coercitifs de lutte contre les logements vacants. Il y en a un que je cite pour mémoire qui concerne le mécanisme de réquisition des logements vacants, mais qui sont globalement des procédures complexes, longues, coûteuses, qui peuvent être utilisées ponctuellement, mais qui assurément ne constituent pas une réponse structurelle à la lutte contre les logements vacants. Il y a en matière fiscale, la taxe sur les logements vacants, dite la TLV, alors qui est une taxe plus intéressante parce qu'elle a pour vocation à s'attaquer à la vacance structurelle. Alors on est peut-être juste pour définir, il y a la vacance des logements conjoncturels, donc celle qui est de quelques mois à 1 an et quelques, qui peut être liée au passage d'un logement à un autre, entre 2 locations, une vente ou pour la rénovation. Et puis il y a la vacance structurelle, pour être certain qu'on détermine à partir de 2 ans de vacances et qui est celle qui est vraiment problématique et à laquelle on entend s'attaquer. Et donc la taxe sur les logements vacants, elle s'applique aux logements vacants involontairement
donc depuis de plus d'1 an. Cette taxe, elle concerne toutes les zones d'urbanisation de plus de 50 000 habitants. Elle a été récemment étendue à l'ensemble des communes tendues, touristiques et tendues, donc par la loi de finances de 2022, et ça a été mis en place en 2023. Et ces taux ont été majorés de 50%. Alors, il est trop tôt pour savoir si la dernière évolution a pu avoir un effet. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs études sur cette taxe qui ont montré qu'elle avait contribué à la diminution du taux de vacances, mais que pour autant, l'effet déclencheur n'était pas avéré et que c'était un instrument parmi d'autres. Alors ça, c'est sur la taxe. Sur le plan national, donc de lutte contre la vacance de longue durée, donc qui a été lancé en 2020. Peut-être vous donner, peut-être pas tout détaillé, mais vous donner trois initiatives intéressantes. C'est un plan qui se veut incitatif versus le coercitif. Oui, coercitif, oui. Voilà. La taxe, on sait que c'est coercitif. Et son premier axe donc, a consisté à outiller les collectivités dans le repérage et la caractérisation des logements vacants. Et donc il y a eu la constitution et la mise en place d'une nouvelle base de données qui s'appelle la base LOVAC et qui a été établie à partir de croisements de données fiscales et qui en fait permet justement d'estimer les 1,1 million de logements. Ce chiffre sort de votre base de données. Exactement. Voilà. Je ne l'aurais pas trouvé s'il n'y avait pas eu votre base de données. C'est 1,1 million de logements vacants depuis plus de 2 ans, qui sont donc ceux auxquels on prétend s'attaquer et qui démontre que, en tout cas dans les derniers chiffres, que cette vacance de plus de 2 ans, entre 2020 et 2022, a déjà commencé à diminuer. Alors, je n'en tire aucune satisfaction à ce stade. On attend les données 2023 et 2024 qui seront désormais issues de la nouvelle application Gérer mes biens immobiliers des impôts. Voilà. Le deuxième initiative et mesure de ce plan, ça a été la mise en place du service numérique Zéro Logement Vacant, ce qu'on appelle l'application ZLV. ZLV, je ne la connaissais pas. Voilà, qui est une application qui permet aux collectivités de disposer facilement donc, des données de la base LOVAC que je citais, de repérer les logements vacants, d'identifier les propriétaires en vue de les contacter, de les convaincre et qui permet aussi de faire des campagnes de publipostage. Voilà. Et depuis, donc c'est une démarche d'aller vers. Et depuis mars 2024, cet applicatif, si je peux me permettre ce terme, a été assorti pour les logements des étiquettes énergétiques, ce qui permet en prévention et non plus, j'allais dire, en curatif, de tenter de prévenir la vacance des passoires énergétiques. Voilà. Peut-être. Les collectivités s'emparent de ces outils, de ce nouvel outil, de cette application. Alors, ça démarre bien. Globalement, ça fonctionne. J'ai pas de chiffres précis là à vous donner sur le pourcentage d'activité, mais ça a commencé au début du plan par un ensemble, enfin un échantillon, de collectivités. Globalement, ça a été généralisé. C'est quelque chose qui permet d'avancer. Mais encore une fois, la petite difficulté, c'est que on est pour l'instant encore sur des données à fin 22. Donc je pense que c'est dans les prochains jours ou semaines, on va pouvoir voir si sur les 2 dernières années, ça a permis d'améliorer la situation. Voilà. Et peut-être juste pour ne pas monopoliser la parole, dire que dans le plan national de lutte contre les logements vacants, il y avait aussi l'idée de mobiliser d'autres formes de logements et de locaux vacants, notamment la question de la transformation des bureaux en logements. Et c'est un sujet qui également monte en ce moment. Et vous avez pu également constater qu'il y avait eu, alors elle s'est arrêtée, mais une proposition de loi en la matière, dit la PPL d'Aubier, donc qui permet justement de favoriser également ce type d'opération. Donc c'est vraiment aussi s'attaquer à l'ensemble des locaux vacants. Voilà, il y a d'autres aspects, mais je ne vais pas détailler plus. C'est vrai que les bureaux aussi, c'est beaucoup de locaux vacants. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rousselot. Peut-être que nos amis auront des questions à vous poser. Je promets de garder un petit temps d'échange avec la salle, ce que je n'ai pas réussi à faire dans les 2 conférences précédentes, mais je crois que je suis à peu près rodé maintenant. Je vais céder la parole à Monsieur Dominique Debuire. Je vous présente Monsieur Debuire. Vous êtes président de l'UNPLV, l'Union nationale pour la promotion
promotion de la location de vacances. Vous regroupez les principaux intermédiaires de la location meublée et des chambres d'hôtes. Évidemment, l'inévitable Airbnb, mais aussi beaucoup d'autres plateformes. Alors, une des solutions qui était sur la table avant la dissolution, c'était de rendre moins attractif la location saisonnière et de durcir la réglementation de la fiscalité. Donc, quand est arrivée cette proposition de loi, vous, vos adhérents et les hébergeurs se sont sentis un peu comme les boucs émissaires de la crise du logement. Vous affirmez qu'en fait, l'impact de la location saisonnière est très peu responsable de la crise du logement. Elle n'a pas une si grande importance que ça. Voilà, expliquez-nous. Alors, on se trompe de cible ? Comment ? Est-ce qu'on se trompe de cible ? Alors, on se trompe de proportionnalité dans les mesures à prendre. C'est-à-dire qu'il y a un fait bien établi, il y a une crise du logement qui est multifactorielle, que nous ne nions pas. Je veux dire, il y a un déficit de logement. On l'a rappelé à l'instant, il y a beaucoup de logements vacants, 3 100 000 selon l'INSEE de logements vacants. Mais je voudrais ramener un petit peu... Alors, on a tenté de faire effectivement de la location meublée touristique le bouc émissaire. Alors, je rappellerai quelques éléments positifs, mais je vais commencer par les éléments qu'on a avancés comme étant des éléments négatifs, c'est-à-dire l'attrition de la résidence principale par la location meublée touristique. C'est très difficile d'avoir un chiffre précis puisqu'il y a, comme tout le monde le sait, une sorte de marché gris sur la location meublée touristique. Nous cantonnons à tout ce qui est réglementaire et officiel. On peut considérer qu'il y a entre 800 000 et 900 000. Je vais être très franc, je pense qu'on est plus près de 900 000 que de 800 000 meublés touristiques en France. Sur ces 900 000 meublés touristiques, seulement 8% sont dédiés totalement à l'année à la location meublée touristique. C'est-à-dire, selon le chiffre qu'on prend, on est à peu près à 8%. C'est loin de combler le déficit de logements qui peuvent être mis en location à l'année. Donc, ramenons ceci un petit peu à une juste proportion. Ensuite, si on prend ces 8% de meublés qui doivent représenter à peu près 80 000 logements qui sont loués à l'année, des meublés touristiques, certains, effectivement, se trouvent en zone tendue. On est d'accord. Qui sont exploités par des investisseurs. Ce n'est pas la cible des propositions de loi qui ont été traitées ces derniers temps, et ce n'est pas la cible que nous défendons à l'UNPLV. Nous défendons les petits propriétaires hébergeurs qui ont un ou deux logements. Ça nous ramène à un chiffre beaucoup plus modeste, sachant que ces mêmes logements, de toute façon, n'ont pas vocation à devenir des locations à l'année, puisqu'ils sont la plupart du temps, donc ce sont des résidences secondaires qui sont occupées une partie du temps par leurs propriétaires, qui simplement la mettent en location une partie de l'année, de manière à couvrir des frais et rentrer dans un cercle vertueux de rénovation énergétique, d'entretien, et qui sont un complément, dans la majeure partie du temps, à une offre d'hébergement touristique qui est plébiscitée et qui, parfois, dans certains territoires, ne serait pas comblée par les hébergements classiques, c'est-à-dire l'hôtellerie de plein air ou l'hôtellerie classique. Donc, remenons les choses à leur juste valeur. Et ce n'est pas ce qui nous a donné l'impression d'être diffusé ces derniers mois. Voilà, et on a entendu Loïc Quentin qui évidemment ne sera pas entièrement d'accord sur votre diagnostic. Justement, alors quelles sont vos propositions, vous, pour relancer le marché locatif? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Vous n'êtes pas ministre du Logement, mais vous avez peut-être des idées? Pas encore. Mais il est certain que nous avons des suggestions, et là je pense qu'on peut d'ailleurs se retrouver sur ces suggestions. Lorsqu'un propriétaire immobilier d'un hébergement qui est prêt à le mettre en location à l'année, c'est-à-dire que ça n'est pas sa résidence principale et ça n'est pas sa résidence secondaire partiellement utilisée pour ses vacances ou destinée à sa retraite, ça compte aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'opte pas pour le bail à l'année? Je veux dire qu'il préfère la location touristique.
Ça n'est pas... Bon, c'est vrai que c'est certainement plus rentable, mais je veux dire, ça n'est pas loué toute l'année, c'est loué suivant les régions en aile de saison ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'opte pas pour la location, pour un bail à l'année, pour une résidence principale de son locataire? C'est parce qu'il n'a pas les garanties. Et là, je pense qu'on peut se retrouver. Il n'a pas les garanties financières, il n'a pas une fiscalité intéressante. Non, il n'a pas les garanties financières. Il n'a pas une fiscalité intéressante. Et lorsqu'il va avoir une déconvenue avec son locataire à l'année, il est plus facile de gérer un litige avec quelqu'un qui est là 8 jours ou 15 jours que quelqu'un qui est là beaucoup plus longtemps. Je pense que l'idée, ce n'est pas de pénaliser la location saisonnière, mais de rendre plus attractive la location à l'année. C'est un petit peu ce que l'on veut, en disant attention, ne nous trompons pas de cible. Il existe des moyens. Alors, on peut parler, c'est peut-être la question que vous allez me poser, on peut parler des problèmes de surtourisme ou des problèmes dans certaines zones tendues. Il existe déjà des outils pour réguler tout ceci. Alors justement, ces outils, quels sont-ils? Et est-ce qu'ils sont assez connus des élus dans les territoires? Est-ce que les communes savent se les approprier? Alors, les outils, je me tourne à ma droite vers monsieur de la DHUP. Puisque voilà, il y a un outil de la DHUP. Il y a un outil de la DHUP, je veux dire, qui existe et auquel le NPLV a participé. C'est le guide pratique de la réglementation des lieux de tourisme à destination des communes, qui est excellemment fait, qui explique tous les outils qui sont à la disposition des élus pour pouvoir réglementer, mesurer l'impact de la location meublée touristique sur leur territoire, mais qui est très peu diffusé. Je crois qu'il n'est même pas répertorié sur le site du ministère du Logement. Nous avons essayé, non, il n'est pas d'ailleurs, je l'affirme, et nous avons essayé de le diffuser largement, qui explique tous les outils qui sont à disposition des élus. Car encore une fois, nous comprenons parfaitement que dans certaines zones, si vous voulez, dans des zones où il n'existe pas une alternative d'hébergement touristique, le meublé touristique est très important. C'est aussi une variable d'ajustement lors de certaines manifestations. Je ne vous parlerai pas des Jeux Olympiques ou autres, puisque tout le monde les a en tête, mais c'est une variable d'ajustement. Ce guide qui met à disposition des élus toutes les possibilités, tous les outils pour réglementer, de l'enregistrement, changement d'usage ou autre, est très peu diffusé. Et avant de surréglementer, utilisons déjà ce qui existe déjà. Utilisons déjà ce qui existe. Et faisons-le connaître. Voilà, ça c'est le message que vous passez. Il existe, nous avons procédé avec l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, à une étude auprès des élus. 51% ne connaissaient pas son existence. Voilà. Moi, je crois que je suis allé en ligne sur le site de la DHUP. Je crois que je l'ai trouvé, votre document, moi. J'y suis arrivé, donc je pense qu'il faut le faire. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Ah, c'est que vous avez été tenace. Oui, j'ai été tenace, oui, c'est vrai, je suis journaliste. Voilà, merci, Monsieur Debure. Xavier Lièvre, vous êtes notaire à Paris et vous représentez dans cette table ronde le Conseil supérieur du notariat. Peut-être qu'un des propos de Monsieur Debure va pouvoir nous permettre de faire la transition avec votre exposé, à savoir que déjà, pour résoudre la crise du marché locatif, il faudrait arrêter de punir peut-être ceux qui investissent dans le logement locatif. Je rappelle qu'au Congrès des notaires, vous avez consacré votre congrès au logement. On a travaillé 2 ans sur le sujet du logement, sur ce que les notaires considèrent comme étant pertinent de leur part, c'est-à-dire des sujets plutôt techniques, juridiques et fiscaux, sur la production de logements, sur l'accès au logement, autant locatif qu'en prix aidé, et toutes les mesures qui font qu'on peut accéder à la propriété de manière décotée ou aidée. Et puis tout ce qui est le sujet vieillissement de la population, ça a été un peu évoqué indirectement sur le sujet du viager, financement, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Voilà. Donc on a fait tout un train de propositions. Et en fait, je suis très content d'être là. D'abord parce que c'est toujours agréable de parler et de partager une table ronde avec d'éminentes personnes comme autour de cette table, mais parce que, enfin, je trouve qu'il y a un peu de subtilité dans les discours, parce que le problème du logement, c'est que tout le monde fait le constat que ça ne marche pas, et tout le monde y va de son idée, qui doit avoir un format globalement conforme aux réseaux sociaux, c'est-à-dire l'espèce d'effet d'annonce permanent. Or, tout est très complexe.
Et monsieur, merci, parce que c'était facile de stigmatiser les locations de courte durée, mais on voit qu'en fait, d'abord, on est très content de les utiliser nous-mêmes, et on voit qu'en fait, c'est très complexe, parce qu'on en a besoin, ça répond à une demande, ça répond aussi à un complément de revenu sur la résidence principale. Pour vous donner l'exemple, l'OFS, Office foncier solidaire de pleine commune, autorise officiellement la location de courte durée pour les gens qui achètent en BRS sur le territoire de pleine commune, parce que c'est un complément de revenu. Donc voilà, c'est la réalité concrète des gens, du pouvoir d'achat et tout ça. Donc nous, ce qu'on a fait côté notaire, c'est de se dire, bon, tout est complexe, tout est technique, donc faisons le pari essayons d'apporter... Faisons l'exercice typiquement du statut du bailleur privé. Tout le monde nous en parle, on nous dit qu'il faut un amortissement, merci d'avoir dit que ce n'était pas la solution miracle, parce qu'on entend rarement ça de la part des représentants des bailleurs privés ou des promoteurs. Et en fait, tout est extrêmement complexe. Il y a des gens qui se comportent de manière très patrimoniale, ils achètent un logement, ils veulent le transmettre, et ceux-là, ils sont plutôt dans une logique revenu foncier, plus-value des particuliers. Et puis, il y en a qui veulent se comporter de manière un peu plus dynamique comme un entrepreneur. Et eux, la logique fiscale d'un entrepreneur, c'est plutôt les bénéfices industriels et commerciaux, BIC, et derrière la plus-value professionnelle. Et on voit que quand on dit ça, de manière assez simple et cohérente, il y a un sujet au milieu de tout ça qui est le statut de loueur meublé non professionnel, qui est une aberration totale et qui est totalement incohérente. Et donc nous, on dit, si on veut essayer de répondre et de rendre concret ce qu'a dit le CNR Logement. Le CNR Logement, il n'a pas dit grand-chose, tout le monde l'a critiqué, mais il a quand même dit une chose sur le statut du bailleur. Il a dit il faut que la fiscalité soit claire, simple, plus juste et plus lisible, et qu'il n'y ait plus d'impact du meublé sur la fiscalité des revenus locatifs. Et quand on dit ça, on s'est bien demandé ce qu'on allait pouvoir proposer, parce qu'on a fait le pari d'essayer de le rendre concret. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait finalement une option, un peu comme dans les SCI. Vous savez, les SCI, vous pouvez opter pour l'IS, donc une logique très dynamique d'entrepreneur, ou rester soumis au régime dit des revenus fonciers, donc une logique plus patrimoniale. Et on s'est dit, finalement, quand on interroge un peu autour de nous, il y a des gens qui ont cette démarche patrimoniale et puis d'autres qui ont une démarche d'entrepreneur. Et cette idée de l'option, finalement, elle est assez cohérente. Un propriétaire privé, il devrait pouvoir opter, selon sa manière de faire, pour une taxation au revenu foncier avec la plus-value qui correspond au revenu foncier, c'est-à-dire la plus-value des particuliers, ou opter pour un régime dynamique de BIC qui est plus efficace sur la fiscalité des revenus, mais dans ce cas, il est soumis à une plus-value qui tient compte de l'amortissement. Sinon, ça ne colle pas. Et donc, tout le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de remettre un peu de cohérence dans tout ça. C'est forcément complexe, c'est difficile à présenter dans dans un petit post de réseaux sociaux. Sur un TikTok, oui, mais c'est forcément... Voilà, et les journalistes, je vous le demande, vous avez ce rôle de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de véhiculer les messages super simplistes du genre il faut supprimer ou sanctionner les abattements forfaitaires des régimes BIC pour décourager la location meublée. Ça ne sert à rien, et tout le monde le sait en plus que ça ne sert à rien, mais il n'y a que ça qui passe au Parlement. Donc moi ce que je dis, c'est que, d'ailleurs, le CNR Logement a dit aussi des choses clairement. Pour une fois qu'on a fait quelque chose où on a réuni tous les acteurs du marché. C'était déceptif, mais néanmoins, il y a une conclusion qui est sortie de ce CNR Logement. Et une autre conclusion, c'était de dire, travaillons ensemble tous les professionnels pour essayer de rendre les choses un peu concrètes. Eh bien, faisons-le. Faisons-le. Donc, au ministère, il y avait aussi M. Apparu qui a dit un truc très important ce matin. La loi, article 34 de la Constitution, a un champ d'intervention assez limité. Le reste, c'est le réglementaire, article 37. Et que j'ai relu d'ailleurs tout à l'heure. L'article 37 dit également que si la loi s'est occupée de ce qui ne la regarde pas, c'est-à-dire du champ réglementaire, eh bien, on peut changer de la loi avec des décrets en Conseil d'État. Donc, il y a un moment donné, rentrons dans le concret, rentrons dans la complexité, sortons un peu peut-être du champ politique et allons sur le détail des choses, voilà, très concret. Surtout s'il y a un consensus entre les acteurs, ou un relatif consensus, entre guillemets. Oui, parce qu'en fait, on voit bien, tout le monde partage les constats. On voit bien que il y a des aberrations partout. Donc, il ne faut pas basculer dans le sens inverse. On a toujours cet effet de balancier. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas, donc on sanctionne et on tombe dans l'excès inverse. Ça recrée d'autres excès, donc on resanctionne, on est encore dans un excès inverse. On voit bien que tout est dans la subtilité, tout est très complexe. Le meublé, on ne peut pas l'interdire, mais il faut que le meublé, quand les gens décident de faire du meublé, il ne faut pas que ce soit pour un avantage fiscal. Il faut que ce soit parce qu'ils considèrent que pour eux, pour leur stratégie familiale, le meublé, c'est mieux. Parce qu'ils ont déjà des meubles dans le logement, ils ne vont pas les enlever.
Et voilà, donc Vous faites bouillir Loïc Quentin. Voilà, on peut. Voilà, il reste 5 minutes, oui, très bien. Mais, oui. Voilà, et un Merci, dernier mot monsieur peut-être sur le dernier mot, neuf, monsieur parce que monsieur, pardon. il faut arrêter de stigmatiser la distinction meublé-non meublé, et donc il ne faut plus qu'il y ait d'impact fiscal sur ce meublé-non meublé. Et c'est l'idée de l'option qu'on a proposée. Que ce soit meublé ou non meublé, vous pouvez opter pour les revenus fonciers ou les BIC avec une plus-value cohérente, des régimes micro adaptés, un IFI adapté, parce que tout ça c'est complexe. À chaque fois, vous avez toute une chaîne de fiscalité qui se. Et puis il y a le sujet neuf ancien. Aujourd'hui, personne n'a intérêt à acheter dans le neuf, parce qu'il n'y a plus de Pinel, on a compris que c'était fini, mais quand vous achetez dans l'ancien, vous allez faire de la rénovation énergétique, vous allez avoir la possibilité de déduire les travaux, et sachant qu'on a doublé le plafond de report déficitaire sur le revenu global, si vous faites des travaux de performance énergétique. Si vous achetez du neuf, ce qu'on a proposé, c'est de considérer que dans le neuf, la valeur de performance énergétique, elle est déjà dans le prix. Or, vous ne pouvez pas la déduire parce que vous ne faites pas de travaux déductibles. Donc nous, on dit que si on veut rééquilibrer l'intérêt d'un investisseur qui doit pouvoir choisir entre le neuf et l'ancien, c'est pas pareil, mais il faut qu'on ait cette liberté de se dire je ne veux pas faire de travaux, je préfère acheter du neuf. Aujourd'hui, si vous voulez que ça ait un intérêt, que ce soit concurrentiel par rapport à l'ancien, il faut que cette valeur de performance énergétique qui est dans la valeur du neuf, elle soit immédiatement déductible, comme pour ceux qui font des travaux dans l'ancien. Au même titre que les travaux de rénovation dans l'ancien. Je vous remercie. Loïc Quentin, une réaction, oui. Et ensuite une ou deux questions dans la salle. Juste réagir sur deux questions. Alors, on a toujours eu un parc touristique important en France. La simple question, c'est d'observer réellement quelle est la composition du parc français. On voit une ville comme Paris. En l'espace de 12 ans, elle est passée de 11,4% de logements meublés à 24,8%. C'est-à-dire c'est un échappatoire à une fiscalité qui est trop prégnante, notamment sur la location vide. Et on va vers de la location meublée, longue durée, et normalement 12 mois. Cherchez un logement aujourd'hui, vous avez plus de logements meublés que de logements vides. Là, il y a véritablement une question. La loi portée par Anaïs Le Meur visait justement à harmoniser fiscalement et à rétablir cette injustice. On ne peut pas continuer, notamment à flécher et amener une incitation sur le logement meublé, alors que beaucoup de Français cherchent des logements vides, tout simplement. Moi, je dis, c'est quoi? C'est une insolence, c'est une insulte quand on voit ce traitement différentiel accordé au meublé par rapport au vide. Moi, je dis toujours un meublé, c'est quoi? C'est un logement vide avec 1 500 € de meubles Ikea ou les meubles de la grand-mère. Donc, il faut arrêter. Ça ne justifie pas un tel avantage fiscal. Deuxième chose, sur les logements vacants, je suis d'accord avec vous. Mais simplement, on oublie d'analyser où sont ces logements vacants. On avait mis en évidence à la FNIM, on l'avait attiré l'attention de Julien de Normandie il y a 5 ans lors d'une conférence de presse sur 1,1 million de logements vacants en plus. Mais où ils sont? Dans la diagonale du vide. La diagonale du vide, c'est du nord-est au sud-ouest, là où les marchés de l'immobilier sont les plus bas, là où il y a effectivement des ruines qu'on ne peut pas rénover, et aujourd'hui qui sont impactées par des obligations de rénovation énergétique. On prend dans le Cantal 50% de F et G. Comment on fait pour sauver ce patrimoine qui vaut tout au juste 1 000 € par mètre carré quand on adosse MaPrimeRénov' au même prix dans une ville où le prix est à 10 000? Ça n'est pas entendable, et là, il va falloir flécher véritablement une stratégie, et notamment d'accompagnement de la rénovation énergétique ou non, à défaut de sacrifier une partie du patrimoine français. Alors, Monsieur Debuire, réaction. Et puis ensuite, une question dans la salle, s'il vous plaît. Voilà, je vois une main qui se lève. Je ne sais pas si... Oui. Allez-y, Monsieur Debuire. Juste oui. un petit droit de réponse. Je pourrais être d'accord avec vous, Monsieur Quentin, si c'était mieux ciblé. C'est-à-dire que la PPL Le Meur, je la connais par cœur, j'ai rencontré Mme Le Meur plusieurs fois. Le problème, c'est qu'elle cible tout sans distinction. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, le multi-investisseur qui prend un immeuble qui en fait 10 ou 12, je me refuse à citer une marque, 10 ou 12 meublés de tourisme, et le petit propriétaire hébergeur qui se situe dans la Creuse, à la Souterraine, ou qui se situe en Corrèze. Donc ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'une loi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle apporte des résultats, qu'elle soit bien ciblée et proportionnée. Ça n'était pas le cas de cette loi. Je ne doute pas qu'elle reviendra sur agents nouveaux, mais ça, c'est autre chose. On fait de la fiction. Maintenant, quand vous dites un appartement, un meublé de tourisme, c'est un meublé avec 1 500 € de meubles Ikea, ça peut l'être. Mais quand c'est le cas, c'est un meublé en front de mer qui fait 25 mètres carrés, qui ne deviendra jamais une résidence principale pour qui que ce soit. Très bien. Merci. Une question dans la salle, une ou deux questions? Allez-y, madame. Nadia Kesteman de la Caisse nationale des allocations familiales, direction des statistiques, des études et de la recherche.
En fait, je partage. Enfin bon, c'était un exposé. Toute votre contribution était extrêmement intéressante et d'ailleurs complémentaire. Je voulais vous faire part d'un séminaire de l'Observatoire français des conjonctures économiques de Sciences Po récent sur la fiscalité du foncier en France, qui portait sur les résidences principales et non pas forcément et non pas uniquement sur les meublés et sur les logements vacants. Certains économistes sont en train d'étudier et de modéliser, je vous le signale, donc un amortissement du logement principal, de la résidence principale, avec fin évidemment de la plus-value, de l'exemption de plus-value, avec un amortissement selon l'indice du coût de la construction par exemple, linéaire, donc tel que vous le suggériez tout à l'heure. Donc je voulais vous signaler ces travaux-là qui permettraient en fait de mettre un terme à la rétention, en fait, si on l'appliquait au logement secondaire, vacant, etc., à la rétention des logements qui est en cours, enfin qui prévaut actuellement. Donc c'était juste à titre informatif. Enfin voilà, c'est vrai que cette question de la fiscalité différentielle selon les statuts est extrêmement problématique et elle concerne, enfin, ça intéresse également les économistes. Voilà. Eh bien, merci pour ce complément d'information et on s'y penchera. Je me tourne un petit peu. C'est fini, c'est terminé, pardon, j'ai peut-être débordé. On vous remercie tous les quatre pour vos échanges, pour votre disponibilité et pour vos idées, effectivement, pour la politique du logement, la nouvelle.